montrer cette carte dont vous avez peut-être vu quelques photos dans les réseaux récemment. Cette carte électronique, en fait, donc je vais pas jouer au chat et à la souris. Sa spécificité, au-delà du fait qu'elle a été faite en 1983, Christian, tu me corriges, hein, c'est ça? Designée en 1983. Sa grande spécificité, en fait, c'est que la quasi-intégralité des composants qui sont sur cette carte sont made in France. Du condensateur à la résistance, aux circuits programmables, aux hybrides qui sont positionnés sur cette carte, aux circuits imprimés, peut-être au flux de brasage aussi. Bref, tout, quasiment. Alors peut-être pas l'extraction de matières premières, hein, peut-être pas les mines de cuivre, oui effectivement, mais voilà. Alors voilà, ça c'était le format de l'âge d'or de l'électronique dans les années 80, où on maîtrisait toutes les composantes de la chaîne de valeur. On n'y est plus. On a largement changé de monde, et c'est un peu le sujet qu'on a aujourd'hui devant nous. Pour essayer de faire le tri entre ce qui est vraiment la réalité de nos dépendances. Elles sont lourdes, fortes et très larges, hein, pas se voiler la face. Faire le tri aussi avec la réalité des discours qu'on entend sur le sujet de la réindustrialisation, parce que là aussi ils sont très forts, peut-être parfois un peu moins réalistes, que ce soit en France d'ailleurs ou à l'échelle européenne. Moi, je garde en tête, par exemple, pour mettre les pieds dans le plat, le discours de Thierry Breton sur la part de marché du semi-conducteur européen dans le monde, hein, avec une volonté de doubler la part de marché du semi-conducteur européen à horizon, je sais pas, il était à 5 ans ou à 10 ans, 30 ans 2030, ouais, donc 5 ans. C'est magique, quoi. C'est fantastique. Moi, depuis que je suis rentré dans l'électronique il y a 25 ans, l'Europe fait à peu près 6 à 8% de l'investissement semi-conducteur mondial, hein, par an. Donc il faudra m'expliquer comment on peut doubler une production share en l'espace de 5 ans, sachant que ça fait 30 ans qu'on sous-investit, quoi. 25 ans qu'on sous-investit. Donc voilà, il y a des discours, il y a une réalité industrielle, et au milieu de ça, il y a des industriels qui doivent naviguer, quoi, dans un contexte qui est un contexte de pénurie. Autre point que je voulais aussi souligner avec vous, parce que là je parle un peu de soumission quelque part à ces dépendances. La Chine, c'est tous les ans 1 point de pourcent de plus de production mondiale. Quand je parle de production, c'est toute la production, quoi, de biens. Elle est déjà à 35% de la production mondiale, hein, grande masse. Donc ça veut dire que dans 15 ans, la Chine fait 50% de la production, de toute la production du monde, à ce rythme-là. Et donc, quand on parle aussi d'équilibre de région, faut se poser la question de savoir si on est à l'aise avec cette situation-là, quoi. Et si à un moment, faut pas changer le logiciel ou adapter nos process, adapter nos supply chains face à une zone qui peut faire demain la moitié de tout ce qui est produit dans le monde, quoi. C'est plus une stratégie d'alliance, là, hein. On est sur une stratégie d'empire industriel, hein, à 50%. C'était les propos de Nicolas Dufour à l'ouverture de Global Industries. Donc dans ce contexte-là, il faut réfléchir chaîne de valeur, il faut réfléchir intégration aussi, les voies de l'intégration, comment on fait pour recapter un peu de souveraineté, un peu de maîtrise. Il y a des débats aujourd'hui qui sont en cours à l'échelle européenne sur ce sujet. On parle d'Accelerator Act, Industrial Accelerator Act, mais on voit que dans ces débats, il y a plein de sous-jacents, hein. Qu'est-ce qui est produit en Europe en fait, enfin, qu'est-ce que veut dire produit en Europe? Quand on entend dire que dans ces actes européens, les productions nearshore, voire les productions d'alliés à l'autre bout de la planète peuvent être considérées comme des productions européennes. Enfin bon, vous voyez qu'il y a plein de débats, quoi. C'est pas si simple que ça. Et donc le sujet, au final, je pense, je réfléchissais à l'introduction et aux termes qui pourraient un peu guider nos réflexions là ce matin. J'en parlais encore avec Karine là tout à l'heure à l'instant. Je crois que le sujet, c'est une notion de découplage. Enfin, aujourd'hui, on est hyper couplé en fait, et ce couplage-là, il nous rend aussi fragile. Et donc, du coup, il y a une question derrière, de dire comment
on change les couplages ou on découple certaines dépendances aujourd'hui qui sont là, qui sont criantes, ou comment on les atténue, bref. Donc c'est le sujet qu'on va traiter ce matin, globalement. À travers donc deux temps principaux. Je remercie Karine d'être présente chez nous. Elle vient de Grenoble ce matin, ou plutôt hier. Donc Karine, qui est professeure de management de supply chain et de stratégie à l'Institut Polytechnique de Grenoble et qui étudie justement ces problématiques de souveraineté, de dépendance au niveau et d'organisation des supply chains dans le domaine de l'électronique. Je te laisserai te présenter plus en détail à l'instant. Et puis, suite à cette présentation d'une demi-heure, on organisera une table ronde avec des industriels complémentaires, donc Formod, Cordon Group, le groupe Atlantique, et puis également Karine qui se joindra à ces débats que j'aurai le plaisir d'animer. L'idée, c'est que ce soit hyper interactif. Donc, au-delà de la keynote introductive, réfléchissez aux questions que vous souhaiteriez aborder à cette occasion-là. On est un petit comité, mais relativement bien représentatif de l'écosystème de WeNetwork et de la filière. Donc profitons-en. Il y aura bien sûr le temps du déjeuner pour poursuivre les échanges. Mais si vous avez des questions que vous souhaitez partager, surtout sentez-vous libre, n'hésitez pas. On réservera du temps pour ça. Voilà, merci de votre présence. Et puis, sans plus tarder, je passe la parole à Karine, du coup. Donc, comme Sébastien l'a dit, donc je suis professeur à l'INP, à Grenoble, où j'enseigne à des élèves ingénieurs, dans les différentes écoles, donc beaucoup à l'école génie industriel, mais j'enseigne aussi à l'école FELMA, donc physique, électronique, matériaux, à l'école Pagora, qui est plutôt historiquement sur la papeterie, mais qui maintenant est beaucoup sur les biomatériaux. Accessoirement parfois à l'école NCCube, donc Eau, Énergie, Environnement. Donc, ils sont toutes des écoles de Grenoble INP. Je n'enseigne plus à l'IAE. J'ai été professeur à l'IAE quelques années, mais plus aujourd'hui. Donc j'ai la particularité du coup de connaître très bien les deux publics, les élèves qui sont plutôt côté business et les élèves ingénieurs. Voilà, donc ça c'est important pour que vous compreniez un petit peu mes approches, parce qu'en fait je suis très interdisciplinaire dans mes approches. Donc j'ai pas du tout par contre un background ingénieur. Donc moi j'étais formée au commerce international, donc voilà, je parle plusieurs langues, je maîtrise tout à fait les aspects commerciaux. Par contre l'ingénierie, j'y suis venue plus tard. Bien sûr, je suis toujours pas ingénieur, hein, voilà, je vous le dis, mais par contre une forte appétence pour la technologie, et donc j'ai mené de multiples projets interdisciplinaires avec des collègues en microélectronique, notamment en électronique aujourd'hui sur un gros projet européen qui s'appelle Desire for EU. Voilà, donc c'est pas quelque chose du tout qui me fait peur, au contraire, voilà, un enseignant-chercheur, il apprend toute sa vie en fait. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans mon métier. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon sujet de recherche. Donc ma recherche, elle est depuis quelques années maintenant autour des questions de résilience des supply chains. Donc la résilience, c'est un mot qu'on entend beaucoup, hein, tu l'as dit Sébastien, qu'on ne comprend pas forcément toujours, et puis surtout en fait qui est utilisé par plein de communautés scientifiques. En physique, par exemple, la résilience des matériaux, c'est la capacité d'un matériau à reprendre sa forme après avoir été déformé. Alors, la résilience des supply chains, de quoi on parle très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours, ce n'est pas l'objectif, mais c'est juste pour poser le sujet. On peut l'approcher de deux façons, la résilience en supply chain. On peut l'approcher de façon ingénierique, donc effectivement avec des indicateurs calculés après une rupture d'approvisionnement, par exemple, le temps qu'on va mettre pour récupérer en fait une production normale, par exemple, une capacité de production normale. Donc on voit bien qu'on a une courbe qui va tout d'un coup s'effondrer parce que on n'a plus d'approvisionnement, donc il y a des choses qui s'arrêtent, et combien de temps je prends pour revenir à la normale. Ça, c'est l'approche ingénierique. Il y a une approche qui est plus, que je qualifierais plutôt de socio-environnementale, plus systémique, qui consiste à dire la résilience, finalement, c'est la capacité d'adaptation. Et dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, on est dans un contexte qu'on peut qualifier d'omnicrise. Et l'omnicrise, ça veut dire que ça vient de partout, on ne sait pas d'où ça vient, ça peut tomber à tout moment, et il faut être prêt à réagir.
Et là, ça veut dire qu'il faut être résilient, c'est-à-dire qu'on va être capable de pouvoir répondre à une problématique, quelle qu'elle soit, à n'importe quel moment. Ça, cette approche-là socio-environnementale demande pour l'entreprise ce qu'on appelle des capacités dynamiques, qui sont de plusieurs ordres. Des capacités qui lui permettent de réagir, évidemment, à l'événement qui vient de se produire, mais aussi des capacités plutôt proactives d'anticipation. Et bien sûr, une capacité aussi à se re-questionner sur la structure de sa supply chain, de sa chaîne d'approvisionnement, et potentiellement à décider de changer cette structure, cette configuration de supply chain. Donc nous, on va parler des supply chains du secteur électronique. Et pour commencer un peu le propos, je voudrais vous donner quelques chiffres. Donc ça, c'est issu d'une étude qui a été menée par la Banque européenne pour l'investissement l'année dernière. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit pour 37% des entreprises européennes, l'accès aux matières premières est un obstacle majeur pour les activités commerciales depuis 2022. Première chose, donc les matières premières. Deuxième chiffre, pour 23%, l'accès aux semi-conducteurs est une source de difficulté. Évidemment, donc ça date de 2022. 2022, il y a eu cette crise d'approvisionnement mondial sur les composants électroniques. Et évidemment, personne ne sait dire quand potentiellement ça va se reproduire, mais on sait que ça va se reproduire. Voilà, on ne sait pas quand. Peut-être très bientôt. Et dernier point, le secteur électronique, eh bien, c'est l'écosystème industriel qui est le plus affecté par des ruptures dans la supply chain. Et évidemment, juste après, on va trouver le secteur de l'énergie et la construction. Mais voilà, on sait qu'il y a un problème de supply chain, il y a des défis. Il y a des défis dans ce secteur. Premier défi, c'est évidemment la question de la souveraineté. Alors là aussi, de quoi on parle hein, ce mot-là, on l'entend partout maintenant. Il est revenu évidemment au premier plan. Alors, évidemment, on sait pourquoi il est revenu au premier plan. Hein. C'est évidemment la pandémie en 2020 qui nous a ouvert les yeux sur tout ce qui était chaîne d'approvisionnement dans le secteur médical, donc tout ce qui était médicaments, masques, enfin, je ne vous refais pas l'histoire, vous la connaissez très bien. Et là, on s'est rendu compte de quoi ? Que notre supply chain, elle était dépendante. Elle était même extrêmement dépendante. Et donc, alors, ce n'était pas un problème qui était nouveau, hein, parce que les pénuries de médicaments, il y en a toujours eu, et il y en avait bien avant le Covid. Et je ne vais pas vous rassurer en vous disant qu'il y en a malheureusement toujours. Ça reste un problème important. Mais d'autres problèmes sont apparus avec cette pandémie et on s'est du coup repenché un peu sur cette question de souveraineté. Et puis surtout, il y a un certain nombre d'États qui nous ont ouvert les yeux dans leurs actions, dans leurs décisions, où on a vu que finalement il se passait des choses. Donc la souveraineté, c'est quoi ? C'est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du principe supérieur du droit et conformément au but collectif qui est appelé à réaliser. Donc ça, c'est la définition académique, d'accord ? Mais ce que ça implique surtout, c'est le point 2 que vous avez après. La souveraineté, en fait, c'est derrière une question de capacité et de puissance. Pourquoi ? Parce que c'est la capacité de faire, mais aussi la capacité de faire, la capacité d'empêcher de faire et potentiellement la capacité de refuser de faire. D'accord ? Et donc là, vous voyez déjà qu'on touche à des choses un petit peu plus complexes, surtout lorsque l'on va regarder ça du point de vue industriel avec les décisions que ça va impliquer, qui elles sont pour le coup, qui vont pas être du tout industrielles, mais qui vont on va voir apparaître avec ces enjeux-là des décisions qui vont être plutôt du ressort du politique. Et le troisième point, qui est lui aussi très important, la souveraineté, donc ce n'est pas l'autarcie. L'autarcie étant le fait de se replier sur soi-même, mais des dépendances librement consenties, maîtrisées et réversibles. Et réversible. Et j'insiste sur le « et réversible ». Pourquoi ? Parce que en fait, si la dépendance n'est plus réversible, que vous êtes que dépendant, du coup,
vous n'êtes pas souverain. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, cette question de souveraineté, évidemment, va être travaillée alors, à différents niveaux, mais pour moi, professeur de management, ce qu'elle va apporter, j'ai un doctorant qui travaille sur ce sujet, ce qu'elle apporte, en fait, c'est de développer des approches qui, aujourd'hui, sont ce que j'appelle multiniveaux. C'est-à-dire que pour comprendre des décisions à un niveau, par exemple, à l'échelle d'une entreprise, hein, donc des décisions qui peuvent être stratégiques, eh bien, on va être obligé d'avoir des approches qui consistent à regarder ce qui se passe au niveau de l'industrie, donc l'entreprise, mais pas que, l'entreprise et son environnement industriel, ses concurrents, etc. Et surtout, des décisions qui vont être au niveau politique. Et il va y avoir en fait un enchevêtrement de décisions, des allers-retours, hein, donc top-down, bottom-up, entre ces trois niveaux de plus en plus étroites, qui vont faire que, à un moment donné, en fait, et on le voit très bien à l'échelle de différents pays, eh bien, les entreprises vont avoir des décisions qui sont complètement orientées par le niveau politique. Donc ça, c'est un point qu'il faut évidemment avoir en tête. Deuxième défi, évidemment, donc s'adapter au contexte, s'adapter aux évolutions de ce qui se passe dans notre environnement. Pourquoi ? Parce que donc, ces supply chains de l'électronique, elles sont au centre de guerres commerciales. Et là, évidemment, ce n'est pas nouveau non plus. Hein. Ça a démarré maintenant il y a une dizaine d'années, premier mandat Trump, 2016. Et évidemment, ça ne s'arrête pas. Avec tout l'arsenal, on va dire, que l'on trouve au niveau des guerres commerciales, donc, dont vous avez largement entendu parler ces derniers temps, notamment les fameux droits de douane. En plus de tout ça, on va rajouter des aléas. Donc là, je ne vous fais pas un détail. Hein. Voilà, vous allez tout de suite comprendre. On en parle beaucoup en ce moment. La semaine dernière, donc, on a vu que les stocks d'hélium commençaient à s'épuiser. Air Liquide a commencé à annoncer à certains de ses clients qu'il n'allait pas pouvoir les livrer parce que voilà, les productions d'hélium du Qatar sont bloquées pour l'instant. Donc, et c'est 25% de la production mondiale. Donc voilà, et évidemment, on se doute bien que les autres qui produisent de l'hélium, ils ne vont pas pouvoir tout de suite faire face à la demande et à combler les 25% qu'on n'a pas. Donc il va y avoir quelques petits soucis dont les conséquences ne sont pas encore connues. Et puis, le troisième élément, c'est évidemment le fait qu'on vit dans une planète dont voilà, nous avons malheureusement pris conscience que les ressources étaient limitées, que nous étions dans un monde contraint avec des ressources finies et évidemment que les limites de la planète, on les avait, je pense, déjà un petit peu atteintes et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on est passé d'un environnement VUCA, vous connaissez sans doute cet acronyme, hein, VUCA pour volatile, incertain, complexe, ambigu, à un environnement banni, avec un niveau d'anxiété, un niveau d'incompréhensible jamais atteint et qui évidemment touche les supply chains par le nombre d'aléas et combiné à ça, donc les ressources limitées. Donc, ça nous amène au troisième défi, qui est la gestion des risques. Pas un sujet nouveau en supply chain, hein, ce qu'on appelle supply chain risk management. Ça fait des années qu'on en parle. Quand je dis des années, c'est une bonne vingtaine, au bas mot. C'est pas nouveau. La gestion des risques, c'est une activité essentielle, mais avec plusieurs bémols. Premier bémol, les risques les plus graves sont imprévisibles. Alors dit comme ça, c'est pas très grave, sauf que les outils qu'on a pour apprécier les risques, type AMDEC ou autres, où on va travailler la gravité, où on va travailler la fréquence d'apparition, ou ce genre de choses, ça suppose deux choses. Ça suppose que, un, on connaît les risques, voilà, et deux, on est capable de potentiellement les mesurer. Aucun des deux aujourd'hui n'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne connaît plus les risques et on sait encore moins mesurer la fréquence d'apparition. La pandémie, personne, même si on se disait oui, ça pourrait arriver effectivement, oui, c'est arrivé, d'accord. Donc voilà. Donc ça c'est le premier point
Et ça remet en question beaucoup d'approches, effectivement, de risk management. Deuxième chose, la chaîne d'approvisionnement. Évidemment, aujourd'hui, elle est très étendue pour certains secteurs. Et cette longueur de la chaîne d'approvisionnement, évidemment, rend la prévision plus incertaine et aussi l'approvisionnement des produits difficile à garantir. Donc ici, on parle des problématiques de visibilité dans la chaîne d'approvisionnement. Lorsqu'on est sur des chaînes dites en cascade, avec un nombre de rangs de fournisseurs très élevé, eh bien, on sait qu'au-delà du rang 2, 3, après, on ne sait plus trop ce qui se passe. Donc voilà, on voit passer les trucs, mais on a du mal un peu à anticiper. Et évidemment, dernier point sur la gestion des risques, c'est que chaque nouvelle crise souvent est perçue comme exceptionnelle, donc il faut faire face. Mais le problème, c'est qu'on ne remet jamais en cause les modèles. Donc, ce que je vois, moi, avec mon point de vue de chercheur, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des capacités dynamiques. Donc, le réactif, oui, le proactif, oui. Par contre, la capacité à décider de changer sa chaîne d'approvisionnement, de se dire, bah là, c'est suffisamment grave pour que finalement, là, mes fournisseurs, ça va plus, il faut que je change. Bah là, on voit que c'est très compliqué. Il y a une espèce de barrière, là, une espèce de plafond, qui fait que, où est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Et on le voit dans plusieurs secteurs. Tous les secteurs où les temps de qualification des fournisseurs sont très longs. Quand vous êtes sur des 2-3 ans de qualification des fournisseurs, vous ne vous amusez pas toutes les 5 minutes à dire bon bah oui, je vais changer ma supply chain parce que là ça ne va pas, c'est trop risqué. Donc non, en fait les entreprises ne le font pas. Donc elles ne le font pas, elles essayent de trouver des solutions pour patcher les problèmes, voilà. Mais évidemment, la conséquence de ça, c'est que la gestion de crise devient la règle. Et quand on est en gestion de crise permanente, forcément, c'est compliqué. D'accord? Donc, c'est pas la solution rêvée. Donc, les risques, ils sont partout. Alors, j'adore celle-là. Ça, c'est une carte qui vient de l'armée française, qui montre les routes. Donc, je vous ai juste illustré 3. Donc là, c'est l'actuelle, donc le détroit d'Ormuz, 20% du pétrole mondial. Ça, c'est Gibraltar, 12% quand même du commerce mondial, 12%. D'accord? Et le pire, c'est le détroit de Taïwan, 25% du commerce mondial. Tous les bateaux passent par là. Tous les bateaux qui quittent la Chine passent par là. D'accord? Donc le moindre problème, là, moindre escalade militaire dans cette zone du monde, potentiellement nous expose tous à quelques problèmes. Après, il y a plein d'autres problèmes. J'ai juste illustré. Mais la question des routes, souvent, est oubliée. La question de la logistique, à proprement au sens strict, hein, donc le fait qu'on ait des objets qui se baladent partout dans le monde, dans des bateaux, sur des avions, dans des camions, peu importe, c'est évidemment un point absolument crucial. Deuxième risque, et non des moindres, c'est les risques sur les flux d'informations. Et ça, quand on regarde un petit peu les baromètres risques dans les supply chains, les cyberattaques sur les supply chains, c'est souvent dans le top 5. Souvent dans le top 5, pourquoi? Parce que en fait, une supply chain, c'est des routes, comme vous l'avez vu sur la slide d'avant, mais ces routes, elles sont couplées à des flux informationnels. Il n'y a pas de, évidemment. Donc on va traquer, on va suivre tous ces chemins, tous ces flux, et évidemment, le moindre défaut sur le suivi peut potentiellement remettre en question l'intégralité également de cet approvisionnement. Alors celle-là, je l'aime bien. Voilà. Regardez bien tous les détails. Voilà. Donc là, c'est les risques en lien, j'ai mis avec les relations. Les relations au sens très large. Parce qu'on va reparler effectivement d'alliances, mais que les supply chains, en fait, aujourd'hui, elles sont faites de relations entre tous les acteurs, souvent extrêmement complexes. Et il y a aussi la relation à la planète qu'il ne faut pas oublier. Et au milieu de tout ça, des gens qui décident. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est dans un monde qui était stable, tout allait bien. On savait à peu près, tu as parlé des amis tout à l'heure, hein, du friendshoring, en bon français. Donc maintenant, on ne sait plus très bien qui sont nos amis et qui ne sont pas nos amis.
Et potentiellement, nos amis d'aujourd'hui ne sont pas nos amis de demain. Et, voilà. Et tout ça devient aussi également très instable. Donc, évidemment, cette instabilité génère des risques. Des risques liés aux dépendances. Donc, les dépendances multiples, dépendances politiques, puisque aujourd'hui, on voit des États qui vont instrumentaliser la dépendance, justement, à leur profit. Des dépendances liées aux problématiques, on va dire, de pénurie de ressources, qui peuvent être causées par différents types de tensions. Des problématiques d'autonomie. Donc, autonomie, c'est la capacité à décider, à agir de manière indépendante. Si je suis dépendant de mes fournisseurs, ben forcément, je ne peux pas complètement agir de manière indépendante. Et enfin, dépendance en lien avec un certain nombre de domaines critiques. Donc là, on retrouve nos enjeux de souveraineté. La capacité à être souverain, c'est évidemment assurer la défense, la santé, l'alimentation. Voilà, donc le contexte étant posé, comment faire face? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, premier groupe de capacités, c'est capacités réactives qui permettent de définir les événements, les scénarios qui sont des menaces, donc qui vont être source de vulnérabilité. Donc aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup sur ce qu'on appelle les stress tests. Donc on essaye de se rassurer en essayant de tester sa supply chain, en essayant de faire des scénarios pour voir un petit peu comment ça répond et est-ce que j'ai la capacité de répondre. Le problème de ces stress tests, c'est qu'il faut connaître des scénarios, il faut pouvoir choisir les bons scénarios. Si on se trompe, voilà, ça peut tout de suite, évidemment, avoir des conséquences non négligeables. Ensuite, on essaye de sécuriser. Donc, sécuriser, c'est déterminer des bornes pour le processus de sécurisation. Donc, ici, on va trouver plutôt déjà le rapport au risque, qui peut être différent d'une entreprise à une autre. Donc voilà, la capacité à prendre en compte les aléas. Donc qu'est-ce que j'ai comme outil pour faire ça? Et les analyses coûts-bénéfices. Donc ici, ça peut se traduire par la reconstitution de stocks stratégiques, donc où on va considérer que le stock, finalement, oui, ça coûte, mais moindre mal si ça me permet de passer une crise. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Et enfin, la partie accompagnement sur le réactif. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est outils de veille. Maintenir une capacité d'alerte en temps réel. Donc là, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont à la disposition des entreprises pour justement, donc on appelle supply chain intelligence. Donc on va mapper la supply chain et puis on va avoir comme ça des alertes dès qu'il se passe quelque chose dans un coin où on a peut-être une concentration de fournisseurs ou un nœud stratégique dans sa supply chain. Donc ça, très bien, on peut le faire assez facilement. Deuxième groupe de capacités pour prendre en compte ces risques, c'est le proactif. Donc là, on est plutôt dans l'anticipation. L'anticipation, c'est quoi? C'est évidemment se poser les bonnes questions au moment des choix en conception. Donc pouvoir anticiper potentiellement grâce à des modélisations les conséquences qui pourraient découler d'une rupture sur certaines ressources. C'est une capacité à anticiper des choix politiques. Donc là, c'est plutôt des problématiques de localisation. Où je suis localisé et en quoi les décisions des États peuvent impacter ma supply. Et enfin, c'est des questions de prospective, de stratégie industrielle. Donc, comment je projette mes actifs avec donc, les choix de localisation. Où sont mes CAPEX? Est-ce que ces CAPEX sont bougeables ou pas? Est-ce que j'ai intérêt à les bouger ou pas? Et est-ce que je peux facilement ou pas accélérer ou décélérer mes flux en fonction de ce qui se passe dans mon environnement. Donc ça, c'est des choses qui vont aujourd'hui passer par des stratégies, par exemple des stratégies de régionalisation des supply chain qu'on voit dans certaines entreprises, qui permettent de limiter les risques à des zones pour pouvoir plus facilement s'adapter. Alors ça ne suffit pas. Dans le secteur électronique, à assurer malheureusement la totale résilience des chaînes. Alors pourquoi? Alors déjà parce qu'on est dans un secteur qui subit donc ce qu'on appelle une désintégration verticale, donc une fragmentation très importante des tâches de la conception jusqu'à la vente, voire l'après-vente. Donc un nombre d'acteurs très important qui crée évidemment une complexité très forte.
une spécialisation accrue de ces acteurs et une concentration de certains acteurs dans certaines zones. Donc là, en fait, on est face à pas une chaîne de valeur, hein, mais à des chaînes de valeur. J'ai bien écrit des chaînes de valeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la complexité, elle vient aussi du fait que ces chaînes de valeur sont imbriquées, parfois concurrentes, et évidemment avec des niveaux de compréhension de ce qui se passe dans ces chaînes différents selon où on est dans l'entreprise. Troisième point, on a à la fois une approche globale de ces chaînes de valeur, puisqu'elles sont globalisées, mais aussi beaucoup d'approches locales. Et on le voit particulièrement sur les enjeux de recyclage, c'est-à-dire la capacité à récupérer donc ce qu'on va appeler les intrants potentiellement recyclables. D'accord ? Donc ces objets qui sont disséminés un peu partout, généralement, l'approche de recyclage, elle ne va pas être globale, mais elle va être plutôt locale. Alors, elle a pu être globale, hein, parce qu'en fait, on a en Europe on s'est très largement débarrassé en fait, de ce qu'on ne voulait pas. Donc quand on a des déchets, on les garde pas. Et ça, c'est des choses qui sont effectivement en train de changer un petit peu. Et puis, quatrième point, ces chaînes de valeur de l'électronique, elles sont historiquement linéaires, donc sur un modèle classique qui est extraire, produire, consommer, jeter, que vous avez ici. Voilà, donc l'idée là, c'était de vous montrer un petit peu, en fait, ces chaînes de valeur, en les illustrant en 4 focus. Un focus sur le cuivre, qui est quand même pour les chaînes d'électronique une matière première clé. Un focus sur les PCB, un focus sur les semi-conducteurs et un focus sur les déchets électroniques. Donc simplement en carte pour vous montrer la chaîne de valeur du cuivre. Donc vous voyez ici, en fait, donc en bleu, c'est la production et en rouge, dessous, ce sont les réserves. D'accord ? Donc on voit effectivement que dans certains pays, les réserves sont supérieures à la production, mais ce n'est pas le cas partout. On voit les équilibres, donc vous voyez avec des productions de cuivre qui sont très largement réparties sur l'ouest des Amériques. Et on en voit effectivement aussi pas mal sur le continent asiatique. Et vous voyez que l'Europe, là, par contre, est pas très bien représentée. Donc sur cette chaîne de valeur du cuivre, effectivement, on voit très bien les enjeux en termes de dépendance et le positionnement aussi des premiers producteurs. Sur les PCB, alors là, c'est pareil. Donc on voit évidemment une dominance très très forte de la Chine, qui pèse plus de 50% de la production mondiale de PCB, donc ce sont des chiffres de 2022, et on voit l'Europe, évidemment, qui représente dans cette production seulement 2,3%. Pardon ? On est passé sous les 2%. Voilà, donc ça ne va pas en s'arrangeant. Donc voilà. Et on voit également une dominance assez forte de Taïwan, qui représente quand même 13%, donc pour une toute petite île, c'est très important. Là, alors j'adore ce schéma, c'est un de mes préférés, pour montrer en fait la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Donc la chaîne de valeur, vous la trouvez ici en verticale. Elle va donc du design des puces jusqu'au consommateur ici. Et on voit donc en horizontal, on voit la répartition entre les différents acteurs. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que les États-Unis, l'Europe, un petit peu le Japon, mais surtout les États-Unis et l'Europe sont très bien positionnés sur la partie amont, donc la partie recherche. Évidemment, l'Europe, ici, qu'on va retrouver sur les équipements avec ASML. Et puis ensuite, on voit que sur toute la partie matériel, fonderie, packaging, c'est évidemment l'Asie qui domine, avec donc les acteurs coréens ici, les Taïwanais sur la partie fonderie et bien sûr les Chinois. Et vous avez ensuite dans les 2 colonnes après les principaux acteurs. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cette chaîne, elle est complètement globalisée. Bon, c'est pas un scoop, on le sait. On voit que la valeur ajoutée mondiale, en fait, elle vient des 5 premières économies.
Donc il y a une très forte concentration avec une domination asiatique sur plutôt la partie aval de la fabrication des semi-conducteurs et évidemment donc les exportations qui partent majoritairement en fait de l'Asie. Donc ici, on est vraiment à un degré, on va dire, de désintégration de la chaîne de valeur très important, mais qui est aussi garant finalement d'un certain équilibre mondial, puisque aujourd'hui aucun pays ne peut revendiquer la souveraineté sur la fabrication de semi-conducteurs. D'accord ? Même les Américains qui ont investi des milliards de dollars, hein, vous le savez, dans des usines avec TSMC, donc l'acteur taïwanais, aujourd'hui sont capables de produire du 3-4 nanomètres, mais pas en dessous. Les seuls dans le monde capables de produire en dessous de 2 nanomètres sont les Taïwanais. Alors, les Japonais sont sur le coup, hein, avec une usine qui s'appelle Rapidus, qui est en cours de fabrication. Ils ciblent 2027. C'est pas sûr qu'ils y arrivent, on ne sait pas encore très bien. Tout à fait. Mais il y a des enjeux évidemment très importants là-dessus. Et donc concentration géographique très élevée. Là, c'était juste pour vous montrer un petit peu sur un produit qui est le smartphone, l'étendue, on va dire, de la chaîne de valeur. Bon, elle est très simplifiée ici, mais on voit bien qu'on a le design ici plutôt côté américain, ensuite toute la fabrication des différents éléments plutôt sur l'Asie, y compris l'assemblage final bien sûr, et les ventes ensuite qu'on va retrouver plutôt dans les pays du Nord. Donc ça pour le semi-conducteur. Ensuite, sur les D3E, alors là il y a des choses intéressantes aussi. Donc c'est 62 millions de tonnes de D3E en 2022, 7,8 kg par habitant quand même. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu donc, sur la droite la composition. Donc on voit que sur ces 62 millions de tonnes, on a 31 millions de tonnes en métaux, 17 millions de tonnes en plastique et 14 en autres. Voilà, donc autres, c'est toutes sortes de choses. Et l'autre chiffre intéressant, c'est 22% de ces 62 millions de tonnes ont été collectés, recyclés de manière écologiquement rationnelle, nous dit le Global E-Waste Monitor. Donc ça, c'est d'après les rapports. 22%. D'accord ? Donc on est quand même très très loin du compte. On voit qu'on en a quand même 18 milliards de tonnes qui sont traitées dans des pays dits du Sud, à faible revenu, voilà, qui n'ont pas les infrastructures de recyclage, qui sont très très loin des normes qu'on peut imaginer ici. On en a 16 millions de tonnes qui sont recyclées en dehors des systèmes officiels, donc dans des pays, là encore, voilà, et 14 millions qui sont éliminés, tout bonnement. Voilà, donc ça donne aussi des pistes, évidemment, pour aller vers des stratégies supply chain demain qui tendent vers plus de résilience. Donc, premier point sur la résilience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la résilience aujourd'hui, ce n'est pas une affaire seulement d'entreprise. La résilience des supply chains, ça embarque des filières industrielles, ça embarque des États. Et malheureusement, ce que je vois moi beaucoup encore aujourd'hui dans les entreprises, c'est que bien sûr, on a conscience qu'il y a des problèmes sur les supply chains, qu'on n'est pas résilient, mais je dirais que tant que les crises d'approvisionnement, on continue à penser qu'on va trouver la solution sur le marché, dans une logique un peu d'économie du Lego, c'est-à-dire on a des petits containers qui se baladent un peu de partout, et ça va bien se passer, on va toujours trouver quelqu'un qui va réussir à nous livrer. Puis surtout, ce que j'entends beaucoup, c'est « bon, de toute façon, moi je suis gros, donc je vais pouvoir passer ma commande tout de suite, le fournisseur, je suis sûr que je vais le verrouiller là, et puis je suis sûr que je vais régler mon problème parce que je le connais bien, et puis il ne va pas me faire ce coup-là, quoi. Puis si je passe avant les autres, comme ça, je sécurise ma chaîne et on n'en parle plus. » Donc on est sur des approches qui sont quand même très individuelles,
toujours transactionnel, hein, c'est-à-dire dans la négociation, et surtout au cas par cas, c'est-à-dire qu'on va considérer que si dans un délai, on va dire, acceptable, industriellement, socialement, accessoirement, quoi, hein, si c'est socialement, c'est mieux, mais si c'est pas socialement, tant pis, et l'environnement là-dedans, pas grave, eh bien, ça va marcher. D'accord ? Donc ça, c'est un vrai souci. Et on voit, donc j'aime beaucoup cette infographie ici qui a été faite par le Global Supply Chain Council, qui montre comment les supply chains deviennent des armes. D'accord ? Donc comment on utilise les supply chains comme des armes, avec évidemment ici, ils ont listé un petit peu tous les points chauds, depuis les minéraux critiques jusqu'aux problématiques politiques d'alliance. Alors comment on s'en sort ? On s'en sort avec des politiques économiques, donc les CHIPS Act, hein, que vous connaissez. Donc les CHIPS Act qui ont donc conduit des États comme les Américains à investir quand même, on est autour de 280 milliards de dollars sur 10 ans pour les semi-conducteurs, donc avec une volonté évidemment d'attirer sur le sol américain, de le relocaliser sur le sol américain la fabrication de ces semi-conducteurs. L'Europe, tu l'as dit tout à l'heure, hein, l'objectif c'était 20%. Il a quand même dit que ça c'était pas possible, hein, 20% en 2030. Même 10%, je ne suis pas sûre qu'on les atteigne en 2030. Et puis, avec quand même des gros problèmes, même si on arrive à attirer des acteurs comme TSMC, donc en Allemagne, hein, à Dresden, l'alliance STMicro Global Foundries, je peux vous en parler hein, en tant que grenobloise. Là, par contre, c'est quand même... Donc là, l'État français a quand même investi... alors, aujourd'hui, 2,5, le plan, c'était 7, hein. Global Foundries, aujourd'hui, c'est 0. Voilà. Donc en fait, des alliés qui n'en sont pas, des alliances qu'on pensait solides et qui ne le sont pas. Donc on voit bien que l'investissement européen reste très inférieur à l'effort américain et que même si effectivement ces CHIPS Act ont le mérite d'exister, donc on a aussi évidemment le Critical Raw Material Act sur les matières critiques, on a le Resource EU qui a été inauguré fin décembre, donc l'année dernière, en 2025. Tout ça, effectivement, donc il y a beaucoup de bonnes intentions, mais dans les faits, ça reste encore très très compliqué. Alors j'ai fait un petit focus sur la stratégie française quand même pour vous montrer qu'il se passe quand même aussi des choses, puisqu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes l'année dernière qui a pointé justement un petit peu toutes ces problématiques d'approvisionnement. Donc il y a des choses, donc on a demandé au BRGM de rescanner tout le sous. Donc le BRGM c'est un laboratoire de recherche, un bureau de géologie et de recherche minière. On leur a demandé de remapper tout le territoire, tout le sous-sol français. Donc il y a d'ailleurs un énorme programme de recherche, un PEPR, qui s'appelle Sous-sol, donc qui a pour objectif de savoir un petit peu finalement qu'est-ce qu'on pourrait miner en France. Donc ça c'est un premier point. On peut travailler sur la législation, donc étendre la durée des permis d'exploitation, permettre les consultations publiques, mais rouvrir une mine en Europe, je ne parle pas de la France, mais en Europe, en gros, on est sur entre 10 et 20 ans, quoi, hein. C'est pas la semaine prochaine qu'on va régler notre problème. D'accord ? Donc, et puis, la mine, c'est une chose. La mine, c'est la ressource initiale, c'est la ressource primaire. Mais qu'est-ce qui nous dit que la ressource primaire dont on a besoin aujourd'hui est celle dont on aura besoin dans 15 ans ? On ne sait pas, d'accord ? Donc peut-être que dans 15 ans, on aura trouvé une techno qui nous fait nous passer des batteries lithium et qu'on n'a plus besoin de lithium, d'accord ? Donc est-ce qu'il faut vraiment rouvrir des mines ? La question est ouverte, hein, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Et des mines propres, hein, parce qu'évidemment, la mine, par définition, ce n'est pas forcément quelque chose de... Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc, après, on a créé un OFREMI, donc un observatoire sur les ressources minérales. Donc on s'interroge effectivement là-dessus. Donc l'OFREMI organise des stress tests. Hein. J'ai eu l'occasion l'année dernière de participer à un stress test avec l'OFREMI. Très intéressant. Après, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Ça, c'est une autre question.
Et puis, donc des stratégies matières premières qu'on va cibler donc, sur les batteries, sur l'électronique, l'automobile, l'énergie. Et la substitution, donc, où on va effectivement essayer de trouver donc, je vous ai mis des exemples de projets ici en bas. Ensuite, on a des pistes scientifiques et technologiques. Donc là, c'est plutôt le fait d'essayer de réduire les risques en intégrant des données sur les matériaux critiques. Donc l'idée, c'est de repenser les étapes de conception. Donc là, c'est plutôt les chercheurs qui sont à l'œuvre. Là, il y a beaucoup de projets de recherche en France, en Europe, sur ces sujets-là. En Europe, donc le projet dont je vous ai parlé, dont je fais partie, Desire for EU, fait partie d'un consortium de projets qui s'appelle Retronix, sur l'électronique durable. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux. Ça prend un peu du temps. On n'est pas sur des TRL 8-9, on est plutôt sur du 4-5. Et effectivement, il y a des choses qui se passent. Donc ici, substitution, éco-conception, et puis évidemment tout le travail sur les chaînes d'approvisionnement. Ensuite, tout ce qui est travail sur le recyclage. Donc là, je vous ai mis un exemple qui est tiré d'une présentation de Dell, qui recycle en fait donc les aimants à partir des ordinateurs. Donc ils récupèrent les disques durs, et puis ensuite il y a tout un process de récupération pour refabriquer des aimants et refabriquer des disques durs qu'ils remettent dans leurs ordinateurs. Donc là, il y a des obstacles techniques, tout n'est pas simple. Il y a évidemment des problématiques de coûts, à la fois coûts au sens économique du terme et coûts environnemental. Et donc, évidemment, comment on structure tout ça. Ça, c'était sur le recyclage des E3E. Donc ça, c'est des infos que vous trouvez dans le e-waste monitor, donc j'imagine que vous connaissez tous. C'est pour montrer que pour l'instant, le rapport coût-bénéfice est pas bon. On est dedans de 37 milliards de dollars quand même. Donc le coût du traitement des E3E est supérieur évidemment aux bénéfices qu'on est capable d'en tirer aujourd'hui. Et puis les stratégies d'alliance. Donc les stratégies d'alliance sont aujourd'hui évidemment au cœur un peu des problématiques, puisque aucune économie ne contrôle l'ensemble du processus de production. Donc ça complique les approches purement nationales. Donc quand les approches purement nationales ne sont pas des solutions, on va dire, viables pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement, eh bien on est obligé de faire des alliances, donc des alliances internationales, donc qu'on va trouver au niveau diplomatique. D'ailleurs on parle aujourd'hui de supply chain diplomatie, puisque en fait la supply chain s'invite maintenant dans les discussions diplomatiques au plus haut niveau. Des alliances intersectorielles. Donc moi, je crois beaucoup à l'intersectoriel, puisqu'en fait, c'est aussi en ayant conscience des besoins des autres que peut-être on peut travailler sur ses propres besoins. Donc là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur une chaire industrielle, intersectorielle, avec différents industriels pour justement travailler sur ces sujets-là, dans la projection des besoins et peut-être dans comment faire pour justement trouver des solutions qui ne soient pas uniquement basées sur une seule entreprise, mais sur le réseau, et des alliances interentreprises que l'on va retrouver également. Donc, pour conclure, 3 messages clés. Évidemment, un enjeu majeur sur la vision globale et systémique des ressources critiques. Ça, c'est la clé. C'est ce qu'on voit le moins, puisque c'est ce qui est par définition souvent en amont des chaînes d'approvisionnement, mais qui va générer évidemment potentiellement des ruptures, donc typiquement le cas de l'hélium. La puissance des réseaux. Donc aujourd'hui, je suis avec vous, WeNetwork, et je suis ravie d'être là. Je fais partie d'un groupe de recherche du CNRS qui s'appelle le groupe de recherche DEFI, GDR DEFI, je crois qu'il a été présenté l'année dernière par mon collègue Pascal Xavier. Et évidemment, mettre ensemble la puissance des chercheurs sur ces sujets d'électronique à faible impact environnemental et des industriels nous semble tout à fait pertinent également pour co-construire des solutions. Et donc, bien sûr, la collaboration et les stratégies d'alliance que l'on va pouvoir engager à l'issue de ces échanges. Merci de votre attention. Vous avez mes coordonnées ici. Merci Karine du coup pour la présentation, super
panorama du coup du sujet qui est devant nous. On va peut-être prendre le temps quand même de prendre quelques questions à ton endroit, s'il y en a dans la salle. Juste une question toute simple finalement, quand je vois tous les risques que vous avez que vous avez mentionnés, puisqu'ils peuvent être sur la supply chain, mais également sur les risques politiques, doit-on encore produire de l'électronique en Europe ? Ah ben, moi je pense que oui, plus que jamais. Hein. Ouais, la réponse c'est plus que jamais. Ouais. Plus que La jamais. question c'est comment, mais plus que jamais. Ouais. Plus que jamais. Mais avec des stratégies d'alliance, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les stratégies d'alliance. Voilà, si Macron était au Japon la semaine dernière, c'est pas par hasard. Il y a aussi nos amis canadiens qui sont pas très loin. Voilà, donc il y a effectivement derrière des enjeux de diplomatie au-delà des enjeux industriels. Donc aujourd'hui les deux sont combinés. Mais voilà, on peut pas prendre l'un sans l'autre. J'ai envie de vous poser une question, vu que vous êtes quand même professeur, donc vous avez des étudiants. Comment vous sensibilisez les étudiants, notamment de la filière électronique ou autre industrie, énergie à Grenoble comment ça leur est servi ça ? Parce que finalement, c'est eux là qui vont devoir être sensibilisés à tout ça. Alors, il y a des enseignements. J'ai par exemple un cours à FELMA, donc physique électronique matériaux, qui s'appelle Business Model et Transition. Donc, où effectivement, j'explique aux étudiants ces enjeux un peu multiples. Alors, pas forcément focalisés sur le risque, mais sur la nécessaire évolution, on va dire, des business models. On en a discuté d'ailleurs, je ne veux pas anticiper sur la table ronde, hein, mais effectivement, les enjeux de circularité aujourd'hui qui doivent être nécessairement intégrés en fait, au business model. Donc, comment on le fait, à quel endroit, où est-ce qu'on crée des boucles. Donc ça fait partie des enseignements et des choses sur lesquelles je travaille. Donc les approches services et les enjeux de récupération, donc à la fois de conception et de récupération derrière des objets électroniques. Ok. Si quand même, parce qu'elle me trotte dans la tête. J'aimerais juste avoir votre retour sur, ou ton retour sur moi un sujet qui me rend fou, c'est que on est dans un contexte où c'est de plus en plus difficile de rentabiliser un investissement industriel compte tenu de tous les problèmes qu'on a. Historiquement, toutes les fabs semi-conducteurs ont été mises sur des zones sismiques. Hein. On s'est dit, ça tiendra, et ça a tenu. Sauf que maintenant, ce risque sismique qui se matérialise autrement, mais on voit qu'il y a des ruptures, etc. Et donc, du coup, on y est confronté à ces pénuries-là. Ça devient de plus en plus compliqué. Et au même moment, il y a deux trucs qui sont l'IA et qui sont la régionalisation des supply chains. Donc, on multiplie les capacités d'investissement partout dans le monde. Le truc est TSMC s'installe en Europe, TSMC s'installe aux États-Unis, TSMC continue d'investir à Taïwan. En fait, on multiplie. Le truc, c'est une bulle inflationniste folle, en fait. Ou alors, les gens qui investissent là-dedans vont perdre tout ce qu'ils peuvent. Enfin, moi, ça m'interpelle, quoi. On n'a jamais autant investi dans cette filière-là, alors que pour autant, les marchés sont hyper perturbés, quoi. Oui, mais les besoins, les projections en termes de data center, elles sont folles. Elles sont folles. Les investissements actuels en termes de data center, c'est juste délirant. C'est des milliards et des milliards de dollars dans le monde. Donc derrière, avec des besoins. Alors après, sur la stratégie TSMC, donc il se trouve que je travaille justement avec des collègues taïwanais et japonais sur justement une comparaison Japon-Taïwan-Europe. Donc là, je sais très bien aussi les liens qui existent entre TSMC et le gouvernement taïwanais. Et derrière, la stratégie TSMC, c'est vraiment une stratégie politique, pour le coup, puisque les principaux clients de TSMC sont américains.
aujourd'hui. Donc, en fait, il y a aussi, quand j'ai parlé de stratégie d'alliance, enfin voilà, derrière, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et quand vous questionnez sur l'Europe, bon, ASML aujourd'hui, les clients ne sont pas européens, les clients d'ASML sont taïwanais, sont américains, mais pas européens. Mais par contre, la technologie est en Europe. Après, effectivement, il y a des enjeux de souveraineté, c'est-à-dire est-ce que les Américains peuvent interdire à ASML de vendre à quelqu'un? La réponse est oui. Aujourd'hui. D'accord. Donc ça, c'est d'autres enjeux, mais c'est pour vous montrer à quel point les réponses, en fait, c'est pas seulement au niveau des entreprises, au niveau des acteurs. C'est vraiment une approche globale qu'il faut avoir, une approche systémique qui rend les choses encore plus compliquées, parce que déjà, quand on s'intéressait que au supply chain, c'était compliqué. Mais là, en plus, il faut intégrer une couche supplémentaire qui vient fortement changer la donne.